Ben merci d'être présent. Écoutez, j'ai présenté, comme vous avez vu un peu plus tôt, au Salon Rouge, un projet de loi pour améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique d'association de salariés en milieu de travail. Évidemment, souvenez-vous, quand M. Legault, le premier ministre, a fait référence à la modernisation du régime syndical lors de son discours à l'ouverture de la session parlementaire, il référait notamment aux 1,5 milliard de dollars qui étaient versés en cotisations syndicales au Québec. Et évidemment, il y a des cas qui nous préoccupent, il y a des pratiques que nous devons développer au Québec. Et ce projet de loi-là est divisé en 3 blocs, comme je l'ai mentionné, puis je vais aborder les 3 blocs un après l'autre en parlant des mesures concrètes de façon sommaire, et je pourrai répondre à vos questions. D'abord, la transparence. On veut essentiellement permettre aux travailleurs d'avoir une information qui est plus fiable et accessible parce que, évidemment, ils paient des cotisations, puis ils doivent savoir comment ces cotisations-là sont utilisées. Donc, il y a une imposition d'états financiers qui font l'objet d'une vérification. L'obligation est modulée en tenant compte du nombre de salariés dans l'unité d'accréditation syndicale pour respecter chacune de ces associations-là. Dans les plus petites associations, c'est des états financiers qui n'ont pas nécessairement besoin d'être audités. Dans les plus moyennes accréditations syndicales, c'est des missions d'examen qui sont réalisées par des comptables professionnels, et dans les plus grosses associations, c'est des états financiers audités, donc qui doivent être faits par un comptable professionnel agréé. Et ça représente à peu près 92 % des travailleurs syndiqués où il y aura soit une mission d'examen ou un état financier audité. Il y a une obligation de présenter annuellement à une assemblée générale ces états financiers-là, et aussi une obligation de remettre une copie gratuitement à tous les salariés, qui soient membres ou non du syndicat, une copie de ces états financiers. Pour la transparence, il y a un deuxième bloc. Vous m'avez entendu tout à l'heure un rapport sur l'utilisation des ressources financières qui comprend un certain nombre d'éléments essentiels comme les salaires. Évidemment, on réfère à la rémunération, les avantages, les dépenses de fonction des dirigeantes et dirigeants syndicaux. Et je donne souvent en exemple les frais de voyage, les frais d'hébergement, les frais de repas, au-delà des salaires et avantages. Ce rapport-là devra contenir aussi les dépenses de plus de 5 000 $ et les dépenses concernant les cotisations facultatives que je traiterai au 3e bloc. De la même façon que les états financiers, une obligation de présenter en Assemblée générale ce rapport-là sur l'utilisation des ressources financières, et il y a aussi une obligation pour les unions, les confédérations, les fédérations, donc les accréditations syndicales locales sont affiliées à des unions que vous connaissez, donc ils vont aussi devoir, sur demande, présenter les états financiers audités et le rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières aux salariés qui sont dans les unités d'accréditation syndicale réparties au Québec. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est la gouvernance. Évidemment, là, ici, on réfère aux informations essentielles qui doivent se retrouver dans les statuts et règlements de régie interne des syndicats. Je donne les éléments qui doivent s'y retrouver: la structure, les affiliations du syndicat, le quorum pour les assemblées, le mode de convocation d'une assemblée, les modalités liées à la tenue du vote, la procédure permettant aux personnes salariées de refuser le paiement de la cotisation facultative, et aussi la révision obligatoire des statuts et règlements. Et ça doit être approuvé au maximum à tous les 5 ans. Il y a une obligation de présenter ces statuts et règlements aux membres et permettre aux membres de les approuver. Puis enfin, il y a un pouvoir réglementaire du gouvernement
à défaut par un syndicat de prévoir certains des éléments que je viens de mentionner. Des obligations un peu plus précises en matière de gouvernance. Dans les avis de convocation, il y aura nécessairement la date, le lieu et l'ordre du jour pour permettre aux salariés de se préparer et de connaître les sujets qui vont être discutés lors de l'Assemblée. On reconnaît aussi dans le projet de loi, vous l'avez peut-être déjà vu, le droit à la dissidence. Ça vient interdire à quiconque de faire des représailles, des menaces ou de l'intimidation à quelqu'un qui exprime un point de vue. Ça, c'est le deuxième bloc. Le troisième bloc, c'est le processus démocratique. Et ça, c'est vraiment important. C'est un plus grand pouvoir d'expression et d'influence pour les travailleurs au sein de leur organisation syndicale. Donc, il y aura un vote secret quand il y a un vote qui est requis sur une période d'au moins 24 heures. Évidemment, ce que ça vise à faire, c'est la participation d'un maximum de travailleurs. On a vu des fois des votes qui étaient limités dans le temps à des heures inaccessibles, donc en obligeant que ce vote-là soit tenu sur une période minimale de 24 heures, on anticipe que la participation va être beaucoup plus importante. Les votes, vous les connaissez au scrutin secret pour ratifier une convention collective de travail, pour déclarer une grève, pour l'élection à des fonctions qui le requièrent. Puis évidemment, il y a le montant de la cotisation syndicale principale et la cotisation syndicale facultative. Ce qui est facultatif, c'est bien défini dans la loi. Il y a 4 alinéas ou 4 paragraphes. On réfère à ce qui est exclusivement dans le facultatif. C'est les campagnes de publicité. Évidemment, ça inclut les activités de nature politique, la participation à des mouvements sociaux, incluant les activités de nature politique, puis les interventions faites dans le cadre de certains recours. Et je dis tout le temps, évidemment, on ne vient pas museler, on ne vient pas interdire. On permet, mais à la condition d'avoir l'assentiment des travailleurs. On l'a vu notamment, puis excusez-moi d'utiliser cet exemple-là, à la Fédération autonome de l'enseignement, ils ont engagé déjà à ce jour 2 millions de dollars d'honoraires professionnels, et ça, c'est notamment payé avec les cotisations syndicales des salariés, et c'est ce même syndicat-là qui n'avait pas de fonds de grève, qui ne versait donc pas d'indemnité à ses salariés pendant la grève qu'on a connue il y a 2 ans. Donc, si on attaque le caractère opérant ou l'applicabilité constitutionnelle ou la validité d'une loi ou d'un décret ou d'un arrêté ministériel, encore une fois, c'est important pour moi de le dire, on ne prohibe pas, on n'interdit pas, on permet, comme j'ai dit à des médias, on peut aller à Dubaï, on peut contester une loi, on peut engager des dépenses exorbitantes en autant que les salariés sont conscients et qu'ils l'acceptent. Les campagnes de publicité ou la participation à des mouvements sociaux, c'est sur des sujets évidemment autres que la défense des droits conférés par une loi ou une convention collective de travail. Donc, si ce n'est pas là-dessus, ça fait partie du facultatif et ça doit donc requérir l'approbation des travailleurs. Donc, l'obligation pour les syndicats de présenter le montant des cotisations syndicales facultatives à leurs membres lors d'une assemblée annuelle, y compris, ça c'est important de le souligner, le montant total des cotisations qui doivent être transmises à l'association à laquelle il est affilié. Donc, ça peut être une des 4 centrales syndicales ou autre. Donc, quand tu paies ta cotisation, par exemple, il y a une partie de cette cotisation-là qui va à la centrale, la confédération ou la fédération. Donc, on transmet en même temps un document qui détaille le montant des cotisations facultatives, y compris le montant des cotisations facultatives de l'association à laquelle le syndicat est affilié. Bon, il y a le vote au scrutin secret, période minimale de 24 heures. Le vote ne peut pas débuter avant l'expiration d'un délai de 72 heures et il doit se tenir dans une période maximale de 30 jours.
Et le prélèvement, évidemment, de la cotisation facultative, il est autorisé seulement si la majorité des personnes salariées qui exercent leur droit de vote expriment leur accord. Donc, encore une fois, c'est important pour moi de réitérer que ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas contre les syndicats, c'est pour les travailleurs. On donne des outils à des travailleurs, travailleuses pour leur permettre de s'exprimer et d'influencer la façon dont les cotisations sont utilisées. Puis moi, je demeure convaincu qu'une organisation transparente devient une organisation forte. Une organisation qui rend des comptes devient une organisation plus crédible. Une organisation qui tient compte de la volonté de ses membres est une organisation qui accroît sa légitimité. Donc, j'en profite pour saluer les syndicats qui font preuve de transparence, qui ont des processus démocratiques bien établis et qui en ont fait d'ailleurs une priorité. Parce qu'il y a beaucoup des dispositions qui sont dans le projet de loi qui sont déjà mises en application par certains syndicats, mais pas tous les syndicats. Et ceux qui publient leurs états financiers, qui consultent, qui favorisent le débat interne, je pense que ça incarne une démocratie syndicale qui est vivante, moderne et inclusive. Mais on se devait, avec le projet de loi, d'aller plus loin, d'inciter à des pratiques exemplaires. Je pense que le projet de loi comporte des solutions équilibrées. Et ceci dit, mon dernier commentaire, il n'y a pas dans le projet de loi aucune reddition de compte qui est exigée pour le bénéfice du gouvernement. Puis il n'y a pas d'information obligatoire à transmettre au gouvernement. La balle est dans le camp des travailleurs et travailleuses. Ils ont le coffre à outils pour accroître la transparence, pour s'assurer qu'il y a des saines pratiques de gouvernance et que les processus décisionnels soient les plus démocratiques possibles. Alors, merci.